François-Xavier Mélamy, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur agrégé de philosophie, mais aussi maire adjoint ici à la mairie de Versailles. Merci de nous recevoir. Vous êtes spécialement chargé des questions attachées à la jeunesse et à la culture. Et puis, en tant qu'enseignant, vous avez écrit un ouvrage qui s'appelle Les Déshérités, et dans lequel vous livrez votre analyse de la situation actuellement en France. Et alors justement, à la rentrée prochaine, nous savons que va être mise en place la réforme du collège. Or, cette réforme a pour première caractéristique de faire un étonnant consensus de professeurs qui sont contre elle, mais elle est quand même passée, elle va être imposée. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi il y a tant d'opposition parmi les professeurs contre cette réforme ? Je crois que les raisons sont multiples, bien sûr. Dans l'opposition à cette réforme, il y a d'abord le fait qu'elle a été mise en œuvre sans aucune espèce de dialogue et de concertation, avec un grand mépris des enseignants qui se voient imposer des pratiques, des méthodes, des techniques d'enseignement nouvelles, sans que jamais on ne soit parti de leur expérience, de leurs pratiques, sans que jamais on ait interrogé les difficultés qu'ils rencontrent sur le terrain. C'est vraiment le symbole de la réforme faite par le ministère de l'Éducation nationale et qui descend de l'administration vers le terrain avec quelque chose de très idéologique et aussi de très coercitif, il faut bien le dire. La seule réponse qui a été faite aux enseignants qui pouvaient s'inquiéter, s'étonner de tel ou tel dispositif a été tout simplement le silence et, dans bien des cas, malheureusement, il faut bien le dire, une forme d'intimidation, d'injonction très virulente. La deuxième chose qui a pu gêner les enseignants, c'est le caractère d'improvisation totale dans lequel cette réforme se déploie. Il faut bien que le grand public s'en rende compte. C'était une gigantesque administration à laquelle on demande de se transformer d'une façon assez importante, de façon très concrète, dans la répartition des horaires, dans l'organisation des emplois du temps, dans la gestion des disciplines, et le tout sans avoir encore une fois aucune espèce de préparation, de concertation, dans une atmosphère d'improvisation complète où tout est un peu bâclé. On peut penser à l'exemple des manuels scolaires qui ont tellement déclenché la critique, mais il faut bien se rendre compte que ces manuels, ils ont été faits à partir des nouveaux programmes qui n'ont été publiés qu'à la fin du mois de novembre, et ils devaient être terminés pour le mois d'avril pour pouvoir être envoyés à tous les enseignants, ce qui veut dire qu'entre novembre et avril, on a refait tous les manuels scolaires de toutes les classes du primaire jusqu'à la fin du collège, parce que c'est la première fois dans l'histoire que, au lieu de changer petit à petit, année par année, pour garantir aux élèves une scolarité cohérente, on a choisi de façon très politique de réformer la totalité des programmes en une seule fois. Donc tout ceci, encore une fois, est fait dans un climat d'improvisation tel que n'importe quel enseignant qui est attaché au travail bien fait et qui sait que l'éducation prend du temps, n'importe quel enseignant ne peut qu'être révolté par la façon dont tout ceci se déploie. Et puis évidemment, le dernier élément qui suscite l'inquiétude et il faut bien le dire, la révolte des enseignants, c'est que cette réforme se fait d'abord contre leur métier, contre le principe même de leur métier. Les enseignants se sont engagés pour transmettre des connaissances, quel que soit leur horizon personnel, leur sensibilité politique, leurs convictions, quelle que soit leur histoire, leur parcours. Tous les enseignants sont là parce qu'ils ont reçu quelque chose qu'ils avaient envie de faire passer, et cette réforme leur dit que tout ce qu'on transmet est en fait une source d'ennui pour l'élève. C'est le discours très culpabilisant de l'administration et des politiques qui pèsent sur les enseignants et qui leur dit que la transmission est un synonyme d'ennui, un synonyme de coercition pour l'élève, qu'il faudrait rendre à sa spontanéité première en organisant non plus des cours magistraux qui sont réputés être terriblement disciplinaires, non plus des cours par discipline dont on voit bien tout l'arrière-plan absolument atroce qu'ils véhiculent, mais en faisant éclater le carcan disciplinaire, on va organiser des enseignements pratiques interdisciplinaires, on va organiser des heures de méthodologie qui vont remplacer les heures de cours, et ainsi les enseignants se voient à la fois soupçonnés et volés de leurs propres moyens d'agir, parce qu'on leur retire la façon dont ils pourraient construire leurs élèves, c'est-à-dire des heures de cours où l'on peut transmettre un savoir que personne ne produit par soi-même. En fait, cette réforme, c'est la dernière étape de la déconstruction de l'enseignement qui a commencé malheureusement il y a déjà bien longtemps. Une étape de plus, un pas de plus en avant, peut-être un pas de plus dans le vide, mais c'est une étape de plus pour dire qu'il ne faut pas transmettre des connaissances, que l'enfant doit produire par lui-même ses propres connaissances, aidé par la permanence de l'outil numérique qui va devenir une espèce d'horizon indépassable. L'enfant doit apprendre à accéder par lui-même au savoir plutôt que de recevoir le savoir de quelqu'un d'autre qui le précède. Alors justement, dans cette réforme, quelle est la place des humanités ? Parce que je me souviens d'avoir entendu la ministre de l'Éducation nationale dire
Mais si, bien sûr, dans les EPI, il y a de la place pour le latin, et donc la place des humanités, et puis ensuite l'histoire enseignée de manière thématique, voilà, quelles conséquences cela va-t-il avoir, et une géopolitique sans lieu précis de géographie, mais finalement, à quoi cela va-t-il aboutir? Quelle sorte de citoyen ça va former pour la société de demain? Alors sur l'histoire et la géographie, il faut tempérer un peu ce constat, puisque à l'inverse, les programmes d'histoire redeviennent chronologiques. C'est la première fois, hein. Les programmes précédents étaient devenus thématiques, ceux qui avaient été adoptés sous la majorité précédente. C'est là qu'on voit que ça n'est pas d'ailleurs une question de clivage partisan, et on est revenu de cette erreur, et donc on revient à des programmes qui sont à nouveau chronologiques, ce qui est vraiment une chance, parce qu'effectivement, l'abandon de la chronologie que nous avions tenté de déconstruire pour mieux casser le récit et la dimension de la narration, l'abandon de la chronologie avait évidemment rendu beaucoup plus difficile l'acquisition de l'histoire, et nous en mesurons bien les conséquences aujourd'hui. Donc les programmes d'histoire redeviennent chronologiques, et heureusement les derniers programmes dans leur validation définitive sont infiniment meilleurs que ceux qui avaient été débattus dans leur première présentation, puisqu'il n'y a plus cette dimension de laisser des pans entiers du programme facultatif. C'est bien la même histoire, ou une histoire commune qui sera enseignée à tous les élèves. On pourrait ensuite discuter beaucoup de choses, évidemment, dans le choix des thématiques, ou dans le choix des périodes retenues, des points d'attention qui seront développés. Mais globalement, malgré tout, c'est quand même une évolution qu'on peut dire plutôt positive. Sur ce qui concerne le latin et le grec, alors là, pour le coup, c'est vrai que nous sommes devant un gigantesque mensonge organisé, mais vraiment un mensonge à l'état pur. Et on peut regretter beaucoup que la France soit si mal dotée en matière de journalistes d'éducation, de spécialistes d'éducation, parce que ça permet à notre ministre de dire à peu près tout et n'importe quoi sans jamais être reprise, sans jamais être vérifiée dans les propos qu'elle produit. Là, vraiment, nous avons affaire à un mensonge à l'état pur, parce que le latin et le grec vont purement et simplement disparaître de la carte scolaire, à quelques exceptions près, évidemment, à l'exception des établissements les plus favorisés, dans les centres-villes les plus bourgeois, et puis évidemment à l'exception des établissements privés qui vont continuer de proposer parfois cette option, y compris d'ailleurs en la faisant passer en hors contrat, c'est-à-dire en la faisant payer en supplément aux parents. En tous les cas, le latin et le grec, à part ces exceptions, vont disparaître. Ils sont remplacés par un EPI, un enseignement pratique interdisciplinaire sur les langues et cultures de l'Antiquité, mais un EPI dure quelques heures sur une année parmi toutes les années de collège. Deuxièmement, il doit joindre nécessairement 2 disciplines et donc 2 enseignements. Ça ne peut pas être un enseignement, et le ministère insiste beaucoup là-dessus dans tous les documents officiels. Ça ne doit pas être l'occasion d'une transmission, mais la production de quelque chose de concret qui va joindre 2 disciplines. Par exemple, on peut faire un EPI en physique et en histoire sur les langues et cultures de l'Antiquité, pourquoi pas en réalisant des maquettes de pyramides d'Égypte. Langue et culture de l'Antiquité disent bien ce que cela veut dire, c'est l'Antiquité sous toutes ses formes, et pas seulement l'Antiquité gréco-latine. Et de fait, on pourra s'intéresser, et il y a quelque chose de passionnant là-dedans, à l'Antiquité égyptienne, perse, ou que sais-je encore. Ou pourquoi pas, évidemment, aux civilisations amérindiennes, etc. Et puis la dernière chose qu'on peut dire, c'est tellement massif que c'est très facile à vérifier. À partir de la rentrée prochaine, les dotations horaires sont désormais publiées. Il y a près de 1 million d'heures d'enseignement de latin qui disparaissent des établissements scolaires. On ne peut vraiment pas dire que le latin soit maintenu, même dans ce qui est appelé les enseignements de complément, c'est-à-dire ce qui peut venir s'ajouter à un EPI pour faire un peu d'enseignement du latin. On n'aura évidemment pas du tout le temps d'apprendre vraiment la langue latine, et encore moins évidemment la langue grecque. Il a fallu que ce soit le journal L'Humanité qui relaie cette enquête qui a été effectuée par des professeurs de lettres classiques. Concrètement, statistiquement, objectivement, la quasi-totalité des établissements scolaires qui proposaient du latin voient leurs heures de latin fondre. Il faut savoir que les EPI d'ailleurs peuvent être assurés par des professeurs de plusieurs disciplines, et pas nécessairement par des professeurs de latin ou de grec. On voit bien donc évidemment la gigantesque supercherie qui se joue dans cette mutation. Je dois dire que c'est quelque chose de profondément écœurant du point de vue de l'enseignant et même du point de vue du citoyen que je suis et que nous sommes tous, parce que le gouvernement a le droit, il a un mandat, il a le droit de mener ses projets à bien, il a le droit de dire que dans la modernité numérique, le latin et le grec ne servent plus à rien, il a le droit de le penser, et nous avons le droit de penser le contraire. Mais ce qu'il n'a pas le droit de faire, c'est de cacher la réalité de ces projets et de faire entrer dans l'opinion commune l'idée que le latin et le grec seraient préservés, là où c'est tout le contraire. Et là, pour le coup, nous sommes devant un vrai scandale démocratique
qui devrait nous marquer bien plus profondément que la simple et seule disparition du latin et du grec, qui est la disparition d'un trésor infini, bien sûr, mais derrière cette disparition, ce mensonge constitue déjà une faute contre la démocratie, contre le pouvoir du démos, le pouvoir du peuple auquel on cache la vérité de ce qui se passe dans les établissements scolaires. Oui, alors justement, mais quelle est c'est un petit peu très difficile de comprendre la finalité profonde de ces réformes successives. Parce que si c'était pour lutter contre les inégalités, c'est un échec complet, vu que ceux qui n'auront pas accès à la culture justement par l'école, y auront accès par leur famille, donc par leurs grands-parents qui vont s'occuper d'eux, qui vont les emmener au château de Versailles, les initier aux beaux-arts, à la musique ou que sais-je, ou bien leurs parents, leurs propres parents avec qui ils pourront parler un bon français, ils pourront parler du latin, du grec. Donc ce but-là, il est au contraire, même l'OCDE a pointé du doigt le système français comme étant très inégalitaire, et on a beaucoup perdu en qualité d'enseignement, donc c'est un petit peu difficile à comprendre. Est-ce qu'il y a un critère économique? Parce que finalement, il y a beaucoup de suppressions d'heures. Vous parliez du latin et du grec, mais dans les langues vivantes aussi, il y a des suppressions d'heures. Donc ça veut dire que c'est une manière de faire des économies. Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Il se cache plusieurs choses, bien sûr, évidemment, de façon tout à fait pragmatique, et c'est toujours plus facile de faire des économies quand on les dégage sous des grands discours pédagogiques. On est vraiment en train de détruire des millions d'heures d'enseignement, c'est-à-dire d'économiser autant de postes. Le ministère d'ailleurs promet d'ouvrir des postes et le président de la République s'accroche à sa promesse de recruter 60 000 enseignants supplémentaires, mais il faut savoir que la plupart de ces postes sont ouverts au concours et ne sont jamais pourvus, et on comprend bien dans le climat actuel que la vocation enseignante soit plus difficile à développer ou à conserver. Donc en fait, ce sont vraiment des économies qui sont faites de façon très concrète et très immédiate. Mais ça n'est pas le seul principe, ça n'est pas du tout le seul but. Le but premier est encore une fois très continu et très continuel, très cohérent. Il y a une vraie cohérence dans la façon dont la France déploie ses politiques éducatives depuis une quarantaine d'années, et cette cohérence, en fait, c'est celle que Bourdieu nous présentait à partir des héritiers. C'est une cohérence destructrice, parce que le projet de Pierre Bourdieu n'est pas un projet, c'est un anti-projet, c'est une interrogation, un soupçon porté sur l'acte même d'enseignement. Ce qui nous est dit, au fond, c'est que l'enseignement est profondément inégalitaire à cause de la culture qui se trouve transmise à l'école. Et c'est ça qui est très frappant. C'est, par exemple, si on reprend l'exemple du latin, le fait que le latin est considéré et regardé comme un outil de reproduction des inégalités. Alors on a trop oublié le point de départ de ce débat, parce qu'au début, il s'agissait vraiment de supprimer l'enseignement du latin et du grec, de supprimer l'option latin et l'option grec comme étant des outils de reproduction des inégalités. Et c'est devant la levée de bouclier qui s'est ensuivie que le ministère a décidé la création de cette EPI, et surtout la création d'un enseignement de complément. Mais au départ, il était vraiment question de supprimer le latin et le grec, et encore une fois, le gouvernement aurait dû persister dans la cohérence de son propos, parce que le latin et le grec sont supposés être des outils au service de la reproduction des inégalités. On dira, regardez, le latin ne sert vraiment à rien dans la vie professionnelle. Par conséquent, pourquoi les élèves font-ils du latin ? C'est simplement pour développer des stratégies d'évitement qui permettent de quitter les établissements les plus défavorisés et de s'inscrire dans une scolarité plus privilégiée. Et de ce point de vue-là, la seule réponse qui est faite, c'est très bien, supprimons ce qui sert de support à ces stratégies d'évitement, puisque certains tentent de sortir en radeau du bateau qui est en train de couler, eh bien coulons les radeaux, comme ça au moins tout le monde coule ensemble. C'est un peu la réponse qui est faite. Le grand drame, c'est qu'une étude de la DEPP a été publiée il y a quelques mois de cela, qui montrait que c'est dans les établissements les plus défavorisés que le latin a le plus d'impact. Évidemment, quand vous êtes dans un collège considéré comme difficile, quand vous êtes dans un collège en zone d'éducation prioritaire, le fait d'avoir une option latin, c'est une des dernières façons de faire vivre un peu de mixité sociale et de mixité scolaire à l'école, puisque vous gardez dans votre établissement des élèves qui peuvent, à travers l'option latin, voir une chance de faire des études de grande qualité. Et surtout, l'option latin est individuellement, pour les familles, pour les élèves, l'occasion de se démarquer, l'occasion d'approfondir, l'occasion tout simplement aussi de vivre une forme de remédiation quand nous avons du mal à apprendre le français, quand nous avons du mal à lire le français, quand nous ne sommes pas très familiers de la langue française. Le latin peut être pour nous l'occasion de nous réconcilier avec la grammaire, de nous réconcilier avec la syntaxe de cette langue latine qui nous rapproche de la nôtre. Et donc le latin était une forme de remédiation, et aussi, c'est vrai, c'est très clair, le latin était une façon de s'en sortir là où tout semble vous condamner à la relégation sociale, à la relégation scolaire.
Là où le latin s'est le plus développé dans les 10 dernières années, c'est en Seine-Saint-Denis, dans l'académie de Créteil, et ça n'est pas du tout anodin. Et par conséquent, ce qui est dramatique, c'est que à travers cette réforme, on ne va pas du tout favoriser l'égalité, bien au contraire, je vous le disais. Qui va tirer le plus grand profit de cette réforme? Eh bien, ce seront les élèves des établissements privés qui, eux, vont continuer à faire du latin, même quand leurs parents devront faire un chèque. En revanche, ceux qui vont en payer les frais, ce sont ceux qui, dans ces établissements publics en difficulté parfois, n'auront plus du tout cette bouée de sauvetage pour tenter de s'en sortir. Alors justement, pour répondre à Bourdieu, pour répondre à ce désir effréné et parfois irrationnel d'égalité, et pour lutter contre la discrimination, que doit selon vous comporter la transmission de la culture pour élever l'humanité? D'abord, la première chose, c'est que je dirais le désir d'égalité n'est pas du tout irrationnel, il est au contraire extraordinairement rationnel et même extraordinairement légitime, surtout à l'école. Une société peut admettre un certain nombre d'inégalités en son sein qui ne sont pas nécessairement éprouvantes ou scandaleuses. Mais la seule grande inégalité scandaleuse, l'inégalité la plus révoltante de toutes, c'est évidemment l'inégalité devant l'école. Parce que affirmer, comme nous le savons aujourd'hui, qu'en France, le parcours scolaire d'un élève est directement corrélé à son milieu social d'origine, savoir que la France a le système scolaire le plus inégalitaire de tous les pays de l'OCDE, c'est un scandale au sens démocratique du terme, c'est même un scandale au sens biblique du terme. Ça veut dire que tous les enfants qui naissent dans ce monde ne partent pas dans la vie avec les mêmes chances d'accomplir leur talent, d'accomplir leur propre existence et de mûrir leur vie dans une liberté véritable. Ça, c'est vraiment quelque chose de profondément scandaleux. Donc je pense que nous devons tous, vraiment, avec une persévérance absolue, nous battre pour l'égalité. Enfin, vraiment, je le dis avec toute la part de colère qui est née en moi de l'expérience de l'enseignement aux zones urbaines sensibles, où j'ai rencontré des élèves qui sont extraordinaires, qui ont tout autant de talent, de générosité et de volonté que les autres, mais qui sont simplement privés par la faillite de notre école des moyens d'accomplir leur propre talent. Et là, il y a quelque chose de très grave. Alors, comment faire en sorte de garantir cette égalité? Pour moi, c'est très simple. Et c'est d'une certaine façon le point sur lequel, me semble-t-il, Bourdieu a produit l'école qu'il avait dénoncée, en affirmant que l'égalité supposait de défaire la transmission de la culture, supposait de défaire la culture comme un outil de distinction. Il me semble au contraire que la culture, c'est ce sans quoi personne ne peut accomplir ses propres qualités, ses propres capacités, et que par conséquent, une école vraiment égalitaire, c'est une école qui offre à tous les enfants le meilleur de la culture commune, qui offre à tous les enfants d'abord ces fondamentaux devant lesquels nous sommes tellement en difficulté aujourd'hui. On le sait, et la ministre elle-même le reconnaît, c'est au moins un point partagé. L'école aujourd'hui peine à transmettre à tous les enfants la maîtrise des acquis les plus fondamentaux, la maîtrise de la lecture, de l'écriture, des connaissances fondamentales en histoire, en géographie, en culture scientifique. Si vraiment nous savions nous donner cet objectif tout simple, d'offrir à chaque enfant à la fin du primaire la maîtrise de ces éléments fondamentaux, la maîtrise de la lecture, d'une écriture correcte, la maîtrise d'une capacité normale à parler et à exprimer sa pensée, à la nourrir par quelques références historiques, géographiques, scientifiques, alors nous aurions déjà accompli le plus grand pas vers l'égalité qui soit possible. Et ensuite, l'ambition de l'école doit être d'offrir à chaque enfant les moyens d'accomplir sa propre excellence. Il y a une infinie variété de formes d'excellence et de façons de les accomplir, mais ce qui est certain, c'est que personne ne peut accomplir par soi-même les talents qui sont les siens, et tout enfant a besoin de ce chemin qu'est la culture, de ce chemin qu'est la transmission, de ce chemin qu'est l'altérité, la rencontre avec l'autre et même l'autorité de l'adulte pour accomplir ses propres talents. Mais avec cette réforme et avec toutes ces réformes successives, on peut quand même s'interroger sur le coût social, sur les conséquences pour les citoyens que nous sommes ou les futurs citoyens que les élèves seront. Car lorsque on sort du système scolaire sans maîtriser correctement, en effet, ces acquis fondamentaux que vous déclarez d'ailleurs scandaleux, dont la lacune est scandaleuse, est-ce que les individus pourront atteindre leur maturité intellectuelle, leur place dans la société et même leur pleine liberté d'être humain? Est-ce qu'on a justement, en supprimant les humanités, on ne touche pas l'humanité plus profondément dans son cœur? Vous répondez à la question que vous posez, bien sûr. Je crois que, comme je disais tout à l'heure, on ne s'accomplit jamais de façon immédiate, et la grande erreur de notre système éducatif est de croire, comme nous tous, en quelque sorte, dans notre inconscient collectif, à l'immédiateté, de penser que on est naturel dans ce qu'il y a de plus immédiat en nous, alors qu'en fait, le grand paradoxe, c'est que toute l'existence humaine se place dans ce
mystère, dans cette aventure mystérieuse qui consiste à devenir ce que l'on est, à devenir vraiment soi-même, à devenir vraiment naturel, à accomplir sa propre nature donc, et à devenir vraiment humain. Et tout cela se joue par le chemin de la culture. Ce qui est certain, c'est que quand nous étions petits, nous étions tous naturellement capables de parler, naturellement capables de penser, mais il a fallu qu'on nous transmette les mots pour que notre faculté naturelle de parler et de penser s'accomplisse. Des mots que nous n'avons pas inventés nous-mêmes et que nous n'aurions pas pu inventer nous-mêmes. Et par conséquent, on peut dire qu'en effet, c'est toujours par le chemin de la culture que s'accomplit en nous notre propre humanité. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que la rupture dans la transmission de la culture aura un coût évidemment énorme, parce que là où la culture n'est pas transmise, il ne faut pas trop s'étonner de voir ressurgir la barbarie. Non pas que la culture nous protège toujours de la barbarie, bien sûr, elle fonde dans l'homme une liberté qui est parfois liberté de faire le mal. La culture n'empêche pas toujours les hommes d'être inhumains, mais ce qui est sûr, c'est que la culture les empêche toujours d'être complètement humains et d'accomplir complètement en eux leur propre humanité. Celui qui a été privé, par exemple, des mots même pour s'exprimer, eh bien, il est privé par là même des moyens de participer au débat démocratique, au dialogue démocratique. Et lorsqu'il est victime d'une injustice, lorsqu'il éprouve une blessure, lorsqu'il a le sentiment d'avoir été lésé, la seule façon qu'il lui reste d'exprimer ce qu'il voudrait dire, c'est malheureusement la violence. Je crois que c'est notre société tout entière qui se condamne à vivre l'expérience de la violence quand elle ne sait pas transmettre les mots pour servir d'exutoire, pour servir de chemin proprement humain à l'expression des désaccords qui peuvent survenir entre nous, des divergences et même parfois des blessures, effectivement, que nous nous infligeons parfois. Toute la psychologie nous apprend que lorsqu'il nous manque les mots pour nommer ce que nous avons vécu, ce que nous avons vécu revient toujours dans notre expérience sous la forme de la violence que nous nous infligeons à nous-mêmes ou que nous infligeons aux autres. Voilà, c'est encore une fois, je crois, le cœur de ce mystère proprement humain qui fait la fragilité de l'expérience humaine et qui fait aussi la merveilleuse fécondité des relations que nous avons les uns avec les autres. C'est ce mystère de l'expérience humaine qui est profondément en jeu aujourd'hui derrière cette vision de l'éducation que nous sommes en train malheureusement d'accomplir dans les réformes qui nous sont proposées et qui, loin d'appartenir à un camp politique plus qu'à un autre ou à un camp politique seulement, sont en fait le résultat de la perte que nous avons collectivement du sens de la transmission. Merci beaucoup, François-Xavier Bellamy. Merci à vous.